Hello, bonjour, bonjour tout le monde. Ici Tariq, je vais vous accompagner dans ce webinaire dans lequel nous allons parler de délivrabilité. Donc, merci à vous tous d'être présents. Nous allons commencer d'ici quelques minutes. On va attendre encore une minute ou deux que tout le monde arrive et on va pouvoir commencer. En attendant, je vous rappelle que vous disposez d'un chat. Cherchez un bouton conversation ou converser qui vous permet d'accéder au chat, le chat dans lequel nous pouvons échanger, chat dans lequel vous pourrez aussi éventuellement poser vos questions. Alors, normalement, je fais ces présentations pour ceux qui nous suivent régulièrement, qui me suivent régulièrement dans ces webinaires de fin de mois. Eh bien, je suis généralement accompagné par Caroline, la directrice générale de SG Autorépondeur, qui se charge généralement d'assurer la réponse aux questions que vous voudrez bien poser dans le chat. Je vous rappelle que généralement, si les questions sont assez pertinentes et que ça fait sens, je fournis avec le replay de cet atelier un fichier PDF dans lequel sont recensées les questions les plus pertinentes et les réponses qui sont apportées. Donc la plupart du temps, Caroline est présente pour vous répondre. Aujourd'hui, ce ne sera pas le cas, donc je vais excuser l'absence, je vous demanderai d'excuser l'absence de notre amie Caroline. Elle est tout simplement en train de rentrer d'un séminaire lyonnais, elle est dans le train et ne peut donc pas être présente ce midi. Par contre, nous avons notre ami Serge qui est présent, Serge qui est un des développeurs de SG Autorépondeur et qui, à ce titre, saura bien entendu répondre à la plupart des questions que vous voudrez bien poser dans le chat. Alors déjà, la délivrabilité. Avant de vous parler de délivrabilité, j'aimerais, avant de vous définir ce qu'est la délivrabilité, parce que souvent les personnes comprennent mal le sens du mot délivrabilité, eh bien, j'aimerais procéder par qu'est-ce qui se passe si vous avez une mauvaise délivrabilité. Eh bien, dans ce cas-là, vos envois que vous ferez avec SG Autorépondeur auront une forte chance, avec une mauvaise délivrabilité, d'arriver en spam chez vos destinataires. Ou pire encore, n'arriveront pas du tout. Voilà, ça c'est si on a une mauvaise délivrabilité. Donc, il faut absolument que vous compreniez l'importance de travailler et d'avoir toujours en tête cette histoire de délivrabilité. Et c'est le cas, et c'est pas forcément que le cas qu'avec SG Autorépondeur. Dès que vous utilisez un autorépondeur, vous devez absolument vous soucier de votre délivrabilité dès lors que vous utilisez du marketing par email. Voilà, donc faites bien attention à ça. Maintenant, après avoir dit ça, quelle est la définition qu'on peut donner à la délivrabilité? Qu'est-ce que la délivrabilité réellement? Alors, pour SG Autorépondeur, la délivrabilité, c'est le fait de maximiser les chances d'arriver en boîte de réception et non pas en boîte de spam ou ne pas être délivré du tout. D'accord? Donc, retenez bien ce qu'est la délivrabilité. C'est le fait, non pas de s'assurer d'arriver en boîte de réception, parce que ça, on ne peut jamais être sûr, mais c'est surtout de maximiser les chances d'arriver en boîte de réception. Voilà, il y a une petite nuance à comprendre. J'espère que vous avez tous compris la petite nuance. Donc, on n'aura jamais une délivrabilité à 100%. Enfin, ça existe, mais c'est un cas rarissime. En règle générale, on s'assure de maximiser les chances d'arriver en boîte de réception. Maintenant, pour parler de ça, eh bien, on va voir comment est-ce qu'un email que vous rédigez arrive et qu'est-ce qui se passe. La première étape, vous l'avez compris, c'est quand vous écrivez un mail et que grâce à SG Autorépondeur, vous envoyez cet email à une liste de contacts. Vous faites ce qu'on appelle de l'email marketing, du marketing par email. Alors, évidemment, c'est vous l'auteur de l'email, c'est vous l'envoyeur de l'email, mais c'est les serveurs de SG Autorépondeur qui envoient votre email sur Internet à destination
eh ben, de vos destinataires qui eux-mêmes sont des adresses mail chez Yahoo, chez Gmail, chez Free, chez Orange. Alors la question se pose, qu'est-ce qui se passe lorsque votre email arrive chez eux? Eh bien, ils vont procéder à un certain nombre de tests sur votre email. Ces tests qu'ils vont procéder, ils vont utiliser des algorithmes, d'abord un antivirus pour s'assurer que votre message ne contient pas de virus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle SG Autorépondeur ne permet pas de fichiers joints à vos emails. C'est pour éviter de perdre du temps avec les antivirus. Les antivirus verront qu'il n'y a pas de fichiers joints et donc ça passe très vite cette phase antivirus. Et derrière, ils vont passer à un algorithme anti-spam pour définir comment il faut délivrer précisément votre email. Ça, c'est le traitement de votre message que vont faire les fournisseurs de messagerie des gens à qui vous avez écrit. Alors, j'ai mis une petite astérix qui renvoie vers le fait que le fonctionnement des algorithmes n'est jamais public. Ben oui, on parle d'algorithme anti-spam. Vous imaginez bien qu'un algorithme anti-spam, si l'algorithme était public, ben ça serait la porte ouverte à tous les spammers, à tous les pirates, etc. Donc voilà. Et c'est là où il est important justement de travailler avec un autorépondeur français. Pourquoi? Parce que un autorépondeur français, comme vous communiquez en français, va se rapprocher des principaux fournisseurs de messagerie pour non pas avoir le secret de leur algorithme anti-spam, c'est pas le but, mais par contre, comme on est en relation régulière avec eux, on arrive à découvrir des bonnes façons de faire, on va dire. Voilà. Et ça a permis notamment à SG Autorépondeur de vous mettre à disposition un algorithme anti-spam qui va vous permettre justement d'éviter les écueils de ces algorithmes anti-spam des fournisseurs de messagerie. Mais continuons sur le cheminement de notre email. Lorsque l'anti-spam va passer, il va décider de comment délivrer votre message. Est-ce qu'il doit le délivrer dans la boîte de réception? Est-ce qu'il doit le délivrer dans la boîte de spam? Ou est-ce qu'il doit ne pas le délivrer du tout? On parle alors de rejet. Et ça, c'est très grave parce que la personne à qui vous avez écrit ne saura même pas que vous lui avez envoyé un email, puisque si la personne, prenons un exemple concret, si la personne est chez Gmail et que vous envoyez un message, un email à votre liste de contacts, dont les personnes chez Gmail, et que Gmail décide, lorsqu'il a fait son traitement d'algorithme anti-spam, il décide d'un rejet, c'est-à-dire qu'il y a une très forte suspicion de spam dans votre message, eh bien, voilà, la personne ne sait même pas qu'elle a reçu un mail de votre part, puisque ce mail a été rejeté. On va voir dans tous les cas de figure comment réagir, évidemment. Parce que s'il y a un mail qui est rejeté, il faut se pencher sur la qualité du mail qui a été écrit, sur le contenu, l'analyse sémantique de votre email, etc. Il y a plein de choses. Pour vous aider justement à aller directement vers la boîte de réception et pour vous aider dans le fait d'avoir une bonne délivrabilité, SG Autorépondeur a donc créé son propre algorithme anti-spam basé sur ce que nous avons pu apprendre des principaux fournisseurs de messagerie et a donc créé sur votre compte votre indice de délivrabilité. Voilà, et c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Non seulement de qu'est-ce que votre indice de délivrabilité sur votre compte, pourquoi c'est important de garder régulièrement un œil sur votre indice de délivrabilité. Il est tellement important que vous allez pouvoir garder un œil sur celui-ci dès votre connexion à votre compte. Nous allons voir cela tout à l'heure dans la partie pratique de cette présentation. Et surtout, nous allons voir le côté négatif de ne pas prendre en compte et de ne pas s'intéresser à votre indice de délivrabilité. Quelles peuvent être les conséquences pour vous en termes d'envoi, en termes de rapidité d'envoi? Alors, voici comment se présente un indice de délivrabilité classiquement.
L'indice de délivrabilité, en fait, et c'est valable sur votre compte aussi, c'est la courbe en noir que vous voyez. D'accord? En réalité, si vous regardez les légendes qui sont à droite, l'indice véritablement de délivrabilité qui est le vôtre, c'est la courbe totale. Alors, total de quoi? Eh bien, le total d'un certain nombre de critères qui vont être étudiés, que vous avez en légende, en sachant que votre indice de délivrabilité va varier entre deux valeurs extrêmes, plus 1000 et moins 1000, avec une valeur médiane à 0. Ça veut dire aussi qu'il est évident que le but du jeu, c'est pour vous de garder votre indice de délivrabilité, donc la courbe noire, le total, de la garder au-dessus de la ligne médiane, c'est-à-dire au-dessus de 0. Idéalement, votre indice de délivrabilité devrait rester dans le positif. On note aussi que la courbe bleue que vous voyez sur cette capture d'écran, c'est la courbe qui correspond aux envois. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate plusieurs choses sur cette capture d'écran. On constate que lorsqu'il y a eu un envoi sur 48 heures, on voit que l'indice, donc le total, a chuté. Et c'est un peu évident, puisque l'indice de délivrabilité ne réagit que par rapport à un envoi que vous faites. D'accord? Autre chose qu'on peut remarquer, c'est que quand on ne fait pas d'envoi, eh bien, l'indice de délivrabilité va augmenter chaque jour de 10 points. Ça veut dire aussi que quand vous avez un indice de délivrabilité, comme c'est le cas ici, vous voyez que l'indice de délivrabilité était à peu près entre 0 et moins 500 au début de la courbe. En faisant l'envoi, l'indice, donc la courbe totale, a chuté sur les 2 jours qui ont suivi l'envoi, on va dire. Donc là, avant d'atteindre les moins 500, il faut vite réagir et stopper les envois pendant quelques jours, le temps que 10 points par 10 points, 10 points par jour, que le total remonte à un niveau acceptable qui va vous permettre de faire un prochain envoi. Donc là, vous voyez que l'indice de délivrabilité, déjà, il est en dessous de 0, c'est pas franchement bon. Et en plus, il faut que je me pose des questions sur la qualité de mes envois, parce que si à chaque fois que je fais un envoi, j'ai une chute d'à peu près, allez, taille à la serpe d'à peu près 200 points, donc moins de 200 points, répartis en fonction des critères que vous voyez à côté. Hein. Les critères qui rentrent dans le calcul du total, c'est les ouvertures, les clics, les désinscriptions, les plaintes, les invalides et les rejets. On va regarder un petit peu ces critères un par un pour essayer d'en savoir un peu plus. Alors, les ouvertures, vous avez compris, c'est les ouvertures de vos emails. Plus le pourcentage de personnes à qui vous avez envoyé qui ouvrent vos emails est élevé, et plus vous allez avoir un point positif intéressant. Moins il y a de personnes qui ouvrent, et plus la valeur de l'ouverture sera négative. Vous le voyez dans le détail de cette capture d'écran, le point vert qui est ici, vous voyez, et d'ailleurs qui est aussi ici, eh bien, on voit qu'il y a un problème d'ouverture. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de gens qui ont ouvert. Nous verrons tout à l'heure pourquoi on a ces problèmes-là et comment les résoudre. Alors, évidemment, s'il y a trop peu d'ouverture, il y aura forcément trop peu de clics aussi, parce qu'on ne peut pas cliquer un email qu'on n'a pas ouvert. Ensuite, les désinscriptions, c'est la courbe verte avec triangle. On voit, ah oui, tout à l'heure je parlais des ouvertures, non, c'est pas ça. En fait, c'est la courbe du triangle ici que je vois négative. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de désinscriptions sur l'envoi. Alors, beaucoup de désinscriptions, le problème, il faut se demander pourquoi. Est-ce que c'est parce que je commence à parler de choses dans mes emails qui n'intéressent plus les gens, et donc du coup, ils se désinscrivent, mes abonnés. Ensuite, nous avons tout ça, c'est des réflexions. L'indice de délivrabilité est là pour vous amener à réfléchir à votre façon de travailler. Et c'est pour ça aussi qu'on parle du fait que l'indice de délivrabilité représente réellement votre propre déontologie à travailler avec les autorépondeurs. Mais terminons avec donc les désinscriptions, vous avez compris ce que c'est. Les plaintes. Alors les plaintes, c'est très important. Je voudrais juste revenir sur la définition de ce qu'est une plainte.
Vous savez, quand on reçoit des emails, aujourd'hui, dans la plupart des messageries, on a un bouton qui nous permet de déclarer que l'email qu'on est en train de lire est un spam. En général, la légende de ce bouton, c'est ceci est un spam. Donc, il y a des gens qui sont peut-être trop pressés, qui ont oublié qu'ils se sont inscrits sur vos listes, ou qui ne voient pas assez rapidement la possibilité de se désabonner, et qui vont donc chercher ce bouton dans leur messagerie. Ceci est un spam. Ça, c'est un dépôt de plainte. C'est un dépôt de plainte. Ils disent, imaginez par exemple, c'est une personne qui est chez Gmail, eh bien, il est en train de dire à Gmail, en cliquant sur ce bouton, ceci est un spam, il dit à Gmail, l'expéditeur de ce message que j'ai reçu, je le considère comme un spammer. Donc là, évidemment, il y aura des réactions, il y aura des conséquences. C'est les plaintes. Les invalides sont les gens qui sont tout simplement mis en invalide, pas par LG Autorépondeur, mais par le fournisseur de messagerie lui-même. LG Autorépondeur ne fait que relayer l'information qu'il reçoit. Alors les raisons d'invalidité, il faut regarder au cas par cas, mais il y a des raisons justifiées, pertinentes, non justifiées, tout dépend. Ça peut aller de suspicion de spam, et donc du coup ils vous ont mis en invalide. Ça peut être une adresse email qui n'existe tout simplement pas, du coup elle passe en invalide. Ça peut être une boîte email pleine, c'est une invalidité temporaire, puisque normalement une boîte email pleine, la personne s'en rend compte les jours qui suivent et fait ce qu'il faut. Et donc fait le ménage dans ses listes. Et du coup, votre prochain envoi fera repasser la personne d'invalide à actif. Et enfin, les rejets, je vous en ai parlé tout à l'heure, les rejets, c'est qu'il y a une telle suspicion de spam que le fournisseur de messagerie décide de ne même pas délivrer votre message, que ce soit dans la boîte de réception ou dans la boîte de spam. Et ça, j'ai presque envie de dire le plus grave, parce que ça implique que votre abonné qui s'est inscrit à votre liste ne sait même pas que vous lui avez envoyé un email. Donc voilà un petit peu l'explication de ces légendes. Je vais passer maintenant, donc là je vous ai donné vraiment un exemple de ce qui, ouais c'est bof quoi, un indice de livrabilité qui évolue comme ça. En se disant ben, je vais pouvoir en gros envoyer qu'un seul email par mois dans ces conditions. Parce que si à chaque fois que j'envoie un email, j'ai cette chute de mon indice, il va falloir que j'attende 10, 20, 30 jours avant de pouvoir envoyer, parce que mon indice qui va remonter de 10 points par jour, mais il faut que j'attende qu'il remonte du côté de 0 avant de faire mon prochain envoi. Maintenant, nous allons voir un autre cas de figure. Voilà un cas de figure d'indice de livrabilité qui part de 0, c'est-à-dire en règle générale, quand vous ouvrez un compte, vous partez toujours de 0. Hein. Et là, on voit une courbe, le total, hein, l'indice de livrabilité, on voit quelque chose de radicalement différent. Là, c'est quelqu'un qui travaille avec une excellente déontologie. Ça veut dire, regardez, il n'y a quasiment aucune courbe en couleur qui est en dessous de 0. Sauf la courbe violette qu'on voit ici descendre en dessous des 0 et qui correspond à la courbe des invalides. Donc ça veut dire qu'elle a fait un message où elle a eu quelques invalides qui l'ont fait tomber avec un score en dessous de 0. Mais la plupart du temps, vous voyez que les scores sont tous positifs et donc ça a une conséquence directe sur l'indice, c'est que ça, à chaque fois qu'il y a un envoi, la courbe bleue, vous voyez que l'indice monte. Après, il n'y a pas eu d'envoi, donc il a monté de 10 points. Après, il y a eu encore un envoi ici, hop, l'indice est monté. Il a continué à monter le lendemain, ensuite encore un autre envoi, il est encore monté. Et là, il est au maximum. Il ne peut pas aller à plus 1000. Donc là, pardon, je vais revenir. Voilà. Donc là, il ne peut pas monter à plus de 1000 de toute façon. D'accord? Donc s'il continue comme ça, c'est parfait au niveau du travail. Maintenant, ce que je recommande, l'idéal, c'est évidemment de maintenir dans le temps l'indice de livrabilité à plus 1000. Et c'est possible. Vous le voyez dans cet exemple. Dans cet exemple, vous voyez que malgré le fait que, suivant tous les envois, ici, il y a un envoi, ici, là, vous voyez qu'il y a beaucoup d'envois, mais malgré tous les envois, et malgré le fait qu'il y ait ici des invalides, ici, le vert avec triangle, des désinscriptions, et avec des courbes qui descendent bien, hein, vous voyez, ici, les désinscriptions, mais malgré ça,
c'est compensé largement par le positif qu'il y a au-dessus et qui fait que, au final, l'indice de délivrabilité reste coincé à 1000. Ça, c'est parfait. D'accord? Là, je vous ai montré aussi, quand on passe sur une date, c'est-à-dire un point, on obtient un espèce de petit tableau comme ça qui nous montre, par exemple, que pour telle date, le 27 octobre, il y a eu un total de 1000 envois. Non, le total de l'indice est à 1000. Il y a eu 3 envois. Ouverture plus 150 points, et non pas 150 ouvertures, hein, ce sont des points. Hein. Les clics plus 200 points, ben oui, forcément, s'il y a d'excellentes ouvertures, il y a d'excellents taux de clics la plupart du temps. Les inscriptions 0, tout va bien. Plainte plus 10, donc tant que c'est pas des chiffres négatifs, tout va bien. Invalide plus 50, là aussi c'est parfait. Et rejet 0. Donc du coup, le total qui était à 1000 va passer à 1000 plus 3, plus 150, plus 200, plus 10, plus 50. Il va passer à 1000, 350, 360, 1410, 1413. Voilà. Donc il est au-dessus de 1000. Donc comme 1000 c'est le plafond, eh ben il bouge pas, il reste à 1000. Voilà. Maintenant que je vous ai montré différentes captures de ce que peut être un indice de délivrabilité, j'ai envie de passer à la pratique. Alors, la pratique, on a le choix. Je peux vous montrer un de mes comptes qui n'est pas forcément représentatif, mais je peux aussi, vous pouvez aussi, dans le chat, me donner votre ID client et je vais me connecter en live tout de suite sur votre compte pour étudier votre indice de délivrabilité et vous faire un audit tout à fait gratuitement dans le cadre de ce webinaire pour vous faire un audit de votre indice de délivrabilité et donc conséquemment de votre façon de travailler. En attendant, je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran gris avec la connexion? Merci de me dire dans le chat si c'est bon. Oui, ok, d'accord. Alors, je vais me connecter sur mon compte. Merci Sophie. On va s'en occuper. Alors, sur mon compte. Alors, c'est un compte que j'utilise pas beaucoup, je dois dire. Hein. C'est un compte où je fais plutôt des envois. C'est mon compte que j'utilise pour vous répondre sur le support. Donc, on va pouvoir regarder cette liste de livrabilité sur mon compte. Alors, je vous disais que l'indice de délivrabilité, vous y avez accès dès l'accueil. Et ici, vous le voyez, ma délivrabilité, j'ai 5 étoiles pleines qui vont se vider au fur et à mesure que ma délivrabilité baisse. Donc, déjà, quand vous vous connectez à votre compte, le premier réflexe à avoir, c'est de garder un œil sur le nombre d'étoiles pleines que vous avez. Après, comment accéder à cet indice de délivrabilité? Eh bien, soit vous cliquez sur les étoiles, soit vous cliquez ici sur la petite loupe, soit vous passez par le menu, ici, par les outils avancés, puis ma délivrabilité, et enfin, indice. Ça reviendra au même, hein, que vous passiez par le menu ou que vous passiez ici par la loupe. Alors, on va regarder, par exemple, ah ben tiens, voilà. Alors, déjà, je voudrais vous montrer, alors c'est peut-être pas représentatif, on va voir, je pense que j'ai fait plus d'envois le mois dernier ou le mois de janvier, vous voyez qu'on peut remonter dans le temps, hein, voilà, par exemple. J'ai fait pas mal d'envois voilà. Allez, prenons le novembre, par exemple. Vous voyez que ma courbe, elle reste coincée à 1000. Hein. Malgré le fait, prenons par exemple cette date, le 2 novembre, j'ai fait un envoi à 135 personnes, ouverture plus 150, clic plus 150, désinscription moins 100. Là, il y a un négatif. Et vous voyez que, bien sûr, les moins 100 sont largement compensés par les 2 fois 150 qu'il y a au-dessus. Les plaintes, je suis en positif, pas de souci, invalide en positif. Ah, moins 6 en rejet. Alors là, dans ce cas-là, ben, ça doit m'alerter. Pourquoi est-ce que j'ai des rejets? Est-ce que la qualité de mon message a été bien faite ou pas? Bien, maintenant, nous allons plutôt aller nous connecter sur quelque chose qui sera peut-être plus représentatif. On va se connecter au compte de Sophie. Donc, merci Sophie de nous avoir confié votre ID et
79, 55, voilà. Ah, mais c'est notre amie Sophie Gage. Bonjour Sophie, elle n'est pas reconnue. Alors Sophie, on voit pareil, les 5 étoiles. Donc tout va bien à ce niveau. Normalement, vous êtes au top. Vous devriez être à 1000. On va vérifier ça. Et on voit qu'effectivement, vous êtes à 1000. Alors là, voilà, ça c'est quelque chose, une courbe intéressante dans le temps. On voit qu'il y a plein d'envois qui sont effectués. Alors quand vous voyez une cassure ici, c'est juste que puisqu'on limite à 1000, donc le chapeau de la courbe ici, la courbure, enfin le haut de la courbe, vous le voyez pas, hein, mais on peut la deviner quand on regarde la courbe. Hein, donc ici, ça dépasse le nombre de 1000. Si je prends par exemple cette date, on voit qu'il y a un envoi qui a été fait à 38 122 personnes. Donc évidemment. Alors, étudions ce qui s'est passé. On voit qu'il y a 100 en ouverture et 100 en clic. Donc tout va bien de ce côté-là. Des inscriptions plus 10, tout va bien de ce côté-là. Par contre, moins 50 en plainte, et vous voyez que vous avez en dessous, là on est sur la date du 2 avril. En dessous, vous avez le détail des plaintes. Et c'est ça qui est intéressant. Notamment sur la date sur laquelle on est ici, le 2 avril, vous allez pouvoir retrouver cette date. Ici, le 2 avril, vous voyez, il y a eu ces plaintes-là de ces personnes-là. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là quand on a des plaintes? Je vous rappelle qu'une plainte, c'est que ces personnes ont cliqué dans leur messagerie quand ils ont reçu votre envoi, ils ont cliqué sur le bouton « Ceci est un spam ». Et ça c'est considéré comme un dépôt de plainte. Et ça, c'est pas bon. Vous avez l'adresse email de la personne. Donc, dans ce cas-là, le réflexe à avoir, c'est de prendre votre messagerie perso, et non pas acheter autorépondeur, et d'écrire à ces personnes pour leur rappeler déjà qu'ils se sont inscrits à votre liste de diffusion, qu'ils se sont inscrits consciemment, vous leur avez pas mis le couteau sous la gorge, et du coup, vous ne comprenez pas pourquoi ils vous considèrent comme spammers alors qu'ils sont demandeurs de l'information que vous leur envoyez par email. En général, quand c'est bien présenté, ce genre d'email, eh bien, va un petit peu culpabiliser les personnes qui ont déposé plainte. Et ces personnes réagissent dans 9 cas sur 10 en vous répondant et en vous demandant « Ok, j'ai fait une bêtise, comment je peux réparer cette bêtise ?» Alors, la première chose à faire, c'est de leur demander de mettre votre adresse email expéditeur, vous savez, celle que vous avez configurée dans vos listes, de mettre votre adresse email expéditeur dans leur carnet de contact. D'accord ? La deuxième chose qu'ils doivent faire, c'est retrouver l'email qu'ils ont mis en spam. Ils vont donc le retrouver dans leur boîte de spam et leur demander de cliquer sur ce mail, puis de cliquer sur le bouton qui apparaîtra. Ce ne sera pas le bouton « Ceci est un spam », le bouton sera transformé en « Ceci n'est pas un spam ». Donc voilà. En général, lorsqu'on contacte les personnes en direct en leur demandant « mais je comprends pas pourquoi vous m'avez mis en spam », alors que vous êtes inscrit et que vous avez demandé consciemment à recevoir mon information. En règle générale, les gens se sentent un petit peu coupables de l'avoir fait et se rendent compte qu'ils l'ont peut-être fait un peu trop vite. Alors, ça peut être aussi le cas si vous ne communiquez pas régulièrement avec votre audience. Ils peuvent vous avoir oublié et du coup, ils peuvent avoir même oublié qu'ils se sont eux-mêmes inscrits à votre liste. Donc pour vous, Sophie, c'est pas le cas parce que je vois que vous faites régulièrement des envois. Il est rare que vous ne fassiez pas d'envoi. Donc les gens, on ne peut pas dire que les gens auront tendance à vous oublier puisque vous communiquez avec votre liste sur une base régulière. Et c'est bien ce que nous recommandons lorsqu'on parle au-delà de l'outil SG Autorépondeur. Hein, c'est bien ce qu'on recommande quand même quand on parle de stratégie de communication via l'email marketing. Il faut garder un contact régulier avec les personnes. Après, combien est-ce qu'il faut que j'envoie d'emails par semaine? Est-ce qu'il faut en envoyer 1, 2? J'ai envie de vous dire, c'est du cas par cas. Là, je ne pourrais pas vous répondre concrètement, si vous voulez, par une formule magique en disant il faut envoyer 2 emails par semaine. Il y a même des confrères marketeurs qui envoient à des listes de diffusion un email par jour. Je suis d'ailleurs abonné à certains de ces confrères
Et ça fait depuis plus d'un an, je reçois tous les jours un email. Et tenez-vous bien, vous allez me dire, mais recevoir un email par jour, c'est hyper dangereux parce que ben, mon audience va se lasser et donc va se désabonner. Si elle ne fait pas de rejet, elle va au moins se désinscrire. Eh bien, détrompez-vous. En fait, il y a une stratégie derrière. Hein. Envoyer un email tous les jours, ça se fait pas n'importe comment, bien entendu. On va pas envoyer un email tous les jours pour dire coucou, c'est moi, voilà, il fait beau chez moi, et voilà une photo de ce que je vais manger à midi. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. La stratégie qui consiste à envoyer un email par jour pour fidéliser une audience consiste aussi dans chaque email d'envoyer un email pertinent qui apprend idéalement quelque chose dans chaque email. Et il faut donner une information qui soit pertinente, qui apporte quelque chose de nouveau, quelque chose que la personne va apprendre. Et seulement comme ça, on peut avoir un taux de désabonnement ridiculement bas quand on fait les choses correctement. Donc voilà, par exemple, si on regarde ici, je vois qu'il y a moins de 100 en invalide et puis moins 100 et moins 100 en désinscription. Alors, moins de 100 en invalide, attention, là aussi, il y a un peu de rejet. Hein. Après, quand c'est des scores à 2 chiffres, c'est des scores qui doivent vous interpeller, mais sans vous faire paniquer. C'est quand on a des scores de 3 chiffres, surtout des scores de 3 chiffres en négatif, que là, ça doit faire une alerte dans votre tête, ça doit vraiment vous interpeller, parce que ça veut dire qu'il y a danger. Alors, en l'occurrence, ici, il n'y a pas vraiment de danger, parce que regardez, on est parti sur un total de 1000, et qu'est-ce qui se passe dans les critères? Les envois ne sont pas des critères. Hein. On a d'un côté plus 300, mais de l'autre côté, on a moins 200, moins 100. Donc, ça annule le plus 300. Il nous reste plus 10, moins 11. Donc, au final, on a moins 1. Donc, c'est-à-dire que le score qui était à 1000 descend à 999. Donc, c'est pas trop grave non plus. C'est même pas grave du tout. Par contre, ça doit nous interpeller. Si j'ai moins 100 de désinscriptions, et surtout que je les ai 2 jours de suite, vous voyez, c'est donc sur l'envoi en question. Là, je dois me demander la pertinence de cet envoi. Alors, déjà, c'est un envoi qui, a priori, n'a pas d'appel à l'action, n'a pas de lien à cliquer, puisque je vois que les clics sont à 0. On peut supposer, mais on peut aller vérifier hein, dans vos envois du 12 avril. On peut aller retrouver l'envoi du 12 avril et voir si cet envoi avait un lien. Et s'il y a un lien, effectivement, et que vous soyez à 0 clic, il faut se poser la question de savoir si vous avez bien cliqué pour traquer les statistiques des clics. Mais surtout, les moins 100 de désinscriptions nous interpellent dans la mesure où est-ce que je me suis pas trompé de cible? Est-ce que je me suis pas trompé dans la thématique que j'ai abordée dans mon mail? Ensuite, les 200, moins 200, ce qui est encore un chiffre plus important, moins 200 en invalides. Alors là, les invalides, pour le coup, il faut aller regarder au cas par cas. Et là, je fais une petite parenthèse pour vous parler des invalides. Puisque vous le savez, hein, je déborde un petit peu souvent, c'est ça la passion. On va regarder, on voit que vous avez 37 940. Alors attention, 37 940, ce sont le total de vos contacts actifs. Cela n'inclut pas les non confirmés, les 8000 résiliés et les 1900 invalides. C'est toujours le total que vous voyez, c'est toujours les actifs. Si on regarde votre page d'accueil, vous allez ici avoir un chiffre dans les contacts. Ce chiffre correspond toujours aux actifs. Donc, on ne prend pas en compte dans ce chiffre les non confirmés, les résiliés et les invalides. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a que les actifs qui sont habilités à recevoir vos emails. D'accord? Donc maintenant, pour revenir à cette histoire d'invalides. Si on regarde vos contacts ici et qu'on regarde les invalides, le premier réflexe à avoir, c'est pas d'ouvrir un ticket sur le support et de dire
voilà, je ne comprends pas, j'ai plein d'invalides, qu'est-ce qui se passe? Le premier réflexe, c'est d'aller chercher pourquoi les gens sont invalides. Ça consiste à aller regarder quelques adresses. Idéalement, de regarder les adresses Gmail, Yahoo, enfin, de regarder un peu d'où ils viennent et surtout de cliquer sur l'adresse email. D'accord? Là, vous avez bien sûr l'historique de ce que la personne où elle s'est inscrite, ce qu'elle a reçu éventuellement, et vous voyez surtout qu'elle est invalide, et la raison de l'invalidité sera indiquée en bas de cette colonne. Vous le voyez ici, l'adresse email n'existe pas. Voilà. Donc là, c'est une raison d'invalidité qui est justifiée et qui fait que, eh bien, vous avez dû peut-être importer ou une personne s'est inscrite avec un email jetable. Résultat, suite à votre envoi, eh bien, on a reçu chez SG Autorépondeur l'instruction de Gmail comme quoi cette adresse email n'existe pas. Après, vous pouvez aussi ne pas prendre pour argent comptant ce que SG Autorépondeur vous déclare. Vous pouvez aller prendre cette adresse email et aller la vérifier par d'autres moyens. Vous copiez l'adresse email. Vous ouvrez un nouvel onglet et vous vous connectez sur Google. Sur Google, vous allez faire une recherche simple avec vérificateur d'adresse email. Voilà. Et là, vous avez plusieurs. On va prendre les deux premiers parce qu'un seul test n'est jamais concluant. Il faut qu'il soit confirmé par un deuxième test. On va faire les deux. Donc, on va chercher chez Capital Verify. On va saisir l'email attesté et on vérifie. Au bout de quelques instants, on va avoir une réponse qui va nous dire l'adresse Gmail est effectivement invalide. Vous voyez? On va, parce qu'on va pas se contenter d'une seule vérification, on va choisir un autre vérificateur. Donc, vous voyez ici, c'est différent. Donc là, on va faire exactement pareil. On va vérifier la même adresse email. Nous pensons que n'est pas valide. D'accord? Donc, ça aura tendance, si vous voulez, cette recherche-là à confirmer qu'effectivement, cette adresse email n'existe pas. Donc là, c'est pas nécessaire de chercher à la réactiver, cette adresse. Elle est invalide pour de bonnes raisons. Alors, il peut y avoir d'autres raisons et c'est pour ça que je vous recommande d'aller vraiment regarder au cas par cas. On va regarder, par exemple, Chantal, chez Yahoo, pourquoi elle est invalide. L'adresse email n'existe pas. Ah, d'accord. On peut aller regarder, on va essayer de trouver quand même une autre free.fr, un autre motif d'invalidité. L'adresse email n'existe pas. Ah oui, d'accord. Alors, toutes ces adresses email qui n'existent pas, si vous les vérifiez avec les vérificateurs comme je vous l'ai montré, et que effectivement ça confirme, ces personnes, vous pouvez les supprimer de vos listes. L'adresse email n'existe pas. Voilà. Alors, sachez quand même que je vais pas aller chercher beaucoup, mais sachez qu'il y a plusieurs motifs d'invalidité. Ça peut être des motifs complètement pertinents et justifiés, comme l'adresse email n'existe pas. Ça peut être des adresses justifiées mais temporaires qui se règlent par votre prochain envoi. C'est le cas, par exemple, des adresses email, des boîtes email pleines. Ça, c'est quelque chose de temporaire. Ça veut dire que la personne, il faut qu'elle fasse le ménage dans sa messagerie pour pouvoir continuer à recevoir vos emails. Mais rassurez-vous, dans ce cas-là, la personne est très vite au courant que sa boîte mail est pleine parce qu'elle ne reçoit plus rien. Et donc, elle s'en inquiète. Et quelques jours après, normalement, elle a fait le ménage. Et quand vous ferez de nouveau un deuxième envoi à cette liste, je pense, mais ça doit être... il faudrait que j'ai une confirmation de la part des autorépondeurs. Je pense que au deuxième envoi à cette liste, cet invalide-là repassera en actif. Alors je dis peut-être une bêtise, attention, hein, je m'avance, ça mériterait que peut-être Serge, s'il le sait, mais ça mériterait effectivement une confirmation que dans le cas d'une boîte email pleine, est-ce que si on renvoie un email après que la personne soit toujours invalide pour cette raison, est-ce qu'il repasse en actif? Donc ça c'est une question peut-être que je vais poser à nos amis développeurs pour un petit peu essayer d'avoir une réponse. Donc je referme. Ah oui, dernière chose par rapport à ça,
il faut savoir aussi que ce n'est pas SG Autorépondeur qui met les personnes en invalide. Hein. Nous, SG Autorépondeur ne fait que répertorier, relayer une merci Serge qui doit chercher pour confirmer ma demande. Oui, je m'en doutais un petit peu qu'il fallait chercher Serge. Bon, je compte sur toi. Si tu pouvais avoir une réponse avant la fin de ce webinaire, c'est parfait. Ben, sinon, les personnes qui voudraient l'avoir, ben, il suffit qu'ils ouvrent un ticket et puis on leur répondra. Hein. Donc oui, je vous disais que c'est pas SG Autorépondeur qui décide comme ça aléatoirement, arbitrairement de mettre quelqu'un en invalide. C'est parce que SG Autorépondeur reçoit un message de, en l'occurrence ici, lecrène.com. C'est le fournisseur de messagerie qui met en invalide. C'est pas SG Autorépondeur. SG Autorépondeur ne fait que relayer cette information. Et le message reçu par SG Autorépondeur, vous pouvez y accéder en cliquant justement sur ce lien. L'adresse email n'existe pas. Et là, vous avez le message tel qu'il est reçu par SG Autorépondeur. Alors évidemment, on ne va pas vous donner ce message comme ça. Voilà pourquoi vous êtes invalide. On a tiré de ce message-là la raison, et notamment la raison est que ici, host not found, domain name not found, status failed, voilà, on en déduit action status failed, host not found, voilà, on traduit tout ça par l'adresse email n'existe pas pour vous simplifier. Name service error for name lecrène.com. Alors là, c'est carrément le nom de domaine qui n'a pas été trouvé pour recevoir l'adresse email. Et donc, voilà, vous avez vraiment le détail dans ce, et c'est ce détail qui permet aussi à nos développeurs en cas de souci d'aller vérifier les choses. Bon, il vous reste toujours la possibilité, si je reprends votre exemple, Sophie, parmi les contacts invalides que vous avez, parce que je vois que même si vous avez beaucoup de grosses listes de contacts, et je vous en félicite, hein, vous avez quand même 1914 invalides. N'hésitez pas, si vous êtes dans le cas de Sophie, vous avez beaucoup d'invalides, et que vous avez vérifié et qu'il y a des doutes sur l'invalidité de certains, eh bien, ouvrez un ticket de support, vous savez, hein, vous passez ici par le menu Mes tickets, vous ouvrez un ticket, et vous nous demandez de réactiver ceux qui sont réactivables. Nous, en règle générale, SG Autorépondeur est assez réactif à ce niveau-là. Et on a une procédure automatisée qui permet de réactiver tous ceux qui sont réactivables. Si vous nous demandez de le faire, Sophie, eh bien, vous allez passer de 1914 à, je ne sais pas, 30, 40 qui resteront invalides. Eh bien, ce seront toutes les invalides qui ne peuvent pas être réinvalidées, comme notamment les adresses email inexistantes. Voilà. Je reviens à l'indice de délivrabilité pour terminer avec ça. Non, c'est pas ma conformité RGPD, c'est des outils avancés. Alors, on va chercher l'ascenseur, voilà. La délivrabilité et l'indice. On va revenir sur l'indice de délivrabilité. Il faut savoir, si vous voulez vraiment regarder l'indice de délivrabilité avec aisance, il faut savoir que chacun ici de ces éléments de légende est cliquable. Ça veut dire que vous pouvez tout cliquer pour désactiver pour n'avoir que les courbes qui vous intéressent. D'accord ? Et c'est là qu'on voit le nombre que, voilà, les envois et que les envois n'ont pas influé le total. Par contre, on peut voir aussi que, eh bien, les désinscriptions, voilà, vous voyez que les désinscriptions, on n'est qu'en négatif, sauf à quelques envois où on est à plus 10. À plus 10, bien, on voit qu'en règle générale, il y a moins 100 quasiment à chaque envoi. Donc ça, c'est quelque chose qui doit vous interpeller, Sophie, en disant, mais pourquoi est-ce que j'ai autant de désinscriptions? Peut-être que votre audience à laquelle vous vous adressez, donc la qualité des contacts de votre liste, peut-être que l'audience n'est pas assez ciblée. C'est le genre de question qu'il faut se poser quand on voit une courbe comme ça. Lorsqu'on voit une courbe, donc les ouvertures, tout va bien, vous êtes au-dessus de 0, on n'en parle pas. Les clics, forcément, ça va bien aussi si les ouvertures vont bien. Parlons maintenant des plaintes. Là aussi, vous voyez, les plaintes, il y en a quelques-unes. Vous voyez, tout ce qui est en dessous de 0, ça doit vous interpeller. Pourquoi est-ce que les personnes cliquent sur les plaintes?
Je vous rappelle que par rapport à ça, il y a une astuce que je vais vous donner pour éviter que les gens soient pressés. Et plutôt que d'aller en bas de votre email où il y aura le lien de désinscription, les gens n'ont pas forcément l'envie d'aller jusqu'au bas de l'email à la recherche de ce lien de désinscription et préfèrent la facilité d'aller cliquer sur le bouton en haut de leur messagerie, le bouton qui s'appelle Ceci est un spam. Alors pour éviter ça, il y a des astuces, et notamment une astuce que nous utilisons chez les autorépondeurs qui est plutôt sympa. J'utilise moi-même aussi dans mon business, puisque vous le savez, depuis peu, depuis le début de l'année, j'ai en même temps un pied dans les autorépondeurs, mais en même temps ma société. Je vais vous montrer, par exemple, le type de message que je fais et comment j'évite les dépôts de plainte. On va reprendre quelques-uns des emails que j'ai envoyés, même si j'ai arrêté d'en envoyer avec ce compte. Je suis passé sur mon compte pro maintenant. Par exemple, votre choix. Alors attendez. Voilà, par exemple, celui-là qui a été effectivement envoyé. Alors ça, c'est les messages. Hein, oui, d'accord. Prenons ce message. Regardez. Je commence toujours. Donc là, c'est un message test hein, pour présenter une formation sur le yoga, une formation de marketing par email par le yoga. Et j'explique ici, en fait, voilà. Ici, je rappelle ici, ça, c'est un champ personnalisé qui permet de cliquer pour lire l'email dans un navigateur. Et je propose tout de suite aux gens ici, vous pouvez vous désabonner ou le déclarer comme spam. Donc, si la personne est pressée et veut absolument se débarrasser de moi par rapport à l'email qu'elle a reçu, bien, je lui propose tout de suite de se désabonner. Pas la peine d'aller chercher en bas de l'email le lien de désinscription qui est contenu dans ce champ personnalisé. Il faut simplifier la vie des gens. Et s'il a absolument envie de me déclarer en spam, et comme il vient d'ouvrir l'email, ben, je lui propose tout de suite un lien qui s'appelle déclarer comme spam. Alors, vous avez compris que la différence, c'est que s'il utilise ce lien-là, ce ne sera pas un dépôt de plainte. Pourquoi? Mais tout simplement parce que ici, vous allez voir que le lien qui est là-dedans, c'est le lien lien des abonnements hein, avec le protocole autre. Donc ça, c'est normal. Par contre, ici, pour ce lien-là, eh bien, vous allez découvrir que c'est exactement le même lien. Donc ça, c'est une petite astuce qui fonctionne très bien et qui va, chère Sophie, vous réduire votre taux de plainte. Parce que justement, s'ils ont envie de cliquer, ben, proposez-leur un lien comme ça, ceci est un spam ou déclaré comme spam. Si les personnes l'utilisent, elles rentrent dans un processus de désinscription normal, mais ça ne sera pas considéré comme une plainte. Donc ça peut être intéressant pour vous. Je vais me reconnecter à votre compte. Ça peut être intéressant pour vous de travailler donc cet aspect-là. Les invalides, ben c'est pareil. Alors les invalides, ouais, c'est un peu fluctuant. Ça, faut voir par liste pourquoi on a autant d'invalides sur cet envoi-là. Alors peut-être que là, c'est des envois à d'autres listes, je ne sais pas. Ça mérite d'être regardé un peu plus près. Et les rejets, vous en avez très peu. Hein. Donc c'est vraiment moins 24 ici. C'est pas vraiment significatif. Après, vous pouvez vous amuser aussi à aller regarder ce qui s'est passé sur, si je vous remets tout en place, ce qui s'est passé. Ah ben tiens, là, vous avez fait un envoi qui vous avait chuté à 910. Vous étiez à 1000, vous êtes passé à 910. Vous avez perdu 90 points ici. Et effectivement, si on fait le total des plus, sans compter les envois, hein, bien sûr. Si on fait le total des plus et des moins, eh ben voilà, on perd 90. On a 300 moins 400, vous voyez, quasiment 100 en fait, plus les 10 s'il n'y a pas eu d'envoi, donc on est bon. Mais là, vous voyez, c'est le genre de choses qui fait chuter l'indice de livrabilité. De pas beaucoup, mais à garder, faut en garder un œil. Là aussi, par exemple, vous voyez, là, il a chuté un petit peu. Après, quand vous restez sur des niveaux, notamment des niveaux au-dessus de 500, tout va bien, quoi, je veux dire. Hein. Donc là, vous avez, encore une fois, depuis l'accueil de votre compte, vous avez ici la possibilité de garder un œil, sans aller dans le détail, de garder un œil sur les étoiles pleines. Tant qu'il y a 5 étoiles pleines, ça veut dire que vous êtes à plus 1000. Quand il y a 3 étoiles pleines, vous êtes à 0. Et quand tout est vide, vous êtes à moins 1000.
Donc, n'attendez pas d'être à moins 1000 parce qu'il y aura des conséquences. Même après, dès que vous avez 3 et moins, à partir de 2 et 1 ici, vous avez des conséquences. Si vous avez un indice de livrabilité trop bas. Les conséquences, c'est que l'envoi d'un email va vous coûter plus cher. Par exemple, au lieu qu'un email vous coûte un crédit par personne, ça va peut-être vous coûter 2, 3, voire 4 crédits par personne. Si vous avez un indice de délivrabilité qui est aux alentours de moins 1000. Vous allez avoir comme conséquence aussi un ralentissement de vos envois. Alors, quand vous faites des envois à 100 personnes, c'est pas un problème. Mais quand vous faites un envoi à 3000, 4000, 10 000 personnes, c'est déjà plus délicat. Donc, n'attendez pas la catastrophe pour appeler à l'aide SG Autorépondeur. C'est pour ça aussi l'objet de ce webinaire aujourd'hui, c'est pour vous faire prendre conscience que vous avez dans votre main un formidable outil qui est cet indice de délivrabilité. Vous pouvez y accéder en un seul coup d'œil depuis l'accueil de votre compte quand vous vous connectez en regardant le nombre d'étoiles pleines. Tant que vous êtes, alors si vous ouvrez un nouveau compte, vous êtes à 3 étoiles pleines puisque vous serez à 0. Si vous travaillez correctement, ça devrait monter. Et donc là, pas de souci. Mais si vous voyez, vous avez l'habitude de voir, vous, Sophie, par exemple, vous avez l'habitude de voir les 5 étoiles pleines. Le jour où vous constatez qu'il n'y a plus que 4 étoiles pleines, là, alerte. Là, il faut aller regarder le détail pour vous demander pourquoi est-ce que j'ai perdu une étoile. Pourquoi je suis passé de plus 1000 à plus 500 peut-être. D'accord? Il faut regarder le détail et analyser, comme je viens de le faire, la courbe de délivrabilité et prendre les correctifs nécessaires derrière pour vite faire remonter votre indice de délivrabilité. Voilà, mais écoutez, je pense que j'ai terminé. Oh là là, mais c'est tip top, 12h56. J'avais prévu 1 heure, donc c'est fait. Je vais revenir pour terminer. Je vais revenir sur mon PowerPoint qui est là. Voilà. Donc, une dernière chose, on va passer à la suite. Voilà. Pour les dernières 5 minutes, je vous propose donc toujours, comme d'habitude, de poser éventuellement les questions dans le chat. Même si vous n'avez pas une réponse tout de suite, eh bien moi, je vais reprendre, pendant que je vais faire le montage de cette vidéo que vous recevrez dans le replay, je vais reprendre un petit peu toutes les questions qui n'ont pas eu de réponse, les questions les plus pertinentes avec les réponses, et mettre tout ça dans un fichier PDF que vous recevrez en même temps que le replay de cette conférence. Je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire le 29 mai, donc le dernier mercredi du mois de mai. Nous allons parler des importations de vos contacts. Vous êtes beaucoup, chez SG Autorépondeur, vous êtes beaucoup de clients qui avaient des CRM, des logiciels de gestion commerciale, et qui avaient des systèmes qui sont pas forcément compatibles encore avec SG Autorépondeur, et par exemple des webinaires, où vous exportez de votre système une liste de contacts suite à un événement, par exemple, et vous importez cette liste de contacts dans SG Autorépondeur. Et nous allons parler de comment préparer votre, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'importer dans SG Autorépondeur le fichier exporté de votre système. Il faut préparer ce fichier pour qu'il soit importable correctement. C'est tout ça qu'on va voir dans le prochain webinaire auquel je vous donne rendez-vous. Donc, le 29 mai à midi, n'hésitez pas à réserver votre journée. Maintenant, si, comme vous connaissez, et c'est pour ça que je vous donne la thématique du prochain webinaire, si vous avez des questions liées à cette thématique-là, n'hésitez pas, même avant le webinaire, n'hésitez pas à m'envoyer des questions. Ces questions-là, je les mettrai en avant durant le prochain webinaire et j'y apporterai une réponse pour les plus pertinentes, celles qui peuvent bénéficier au plus grand nombre, afin que chacun profite un petit peu de toutes ces pépites qu'on peut trouver dans ce genre de webinaire, surtout lorsqu'il est fait avec un expert de SG Autorépondeur. Je vous rappelle que vous pouvez me joindre via contact@stratosweb.fr, stratosweb.fr qui est donc le site de mon entreprise. Je vous remercie tout le monde d'avoir été là. Donc, écoutez, je vais pas tous vous nommer, mais merci Christian, Dany, Françoise, Isabelle,
etc. Martine qui était là, bien le bonjour Martine, Michel, je vois beaucoup de monde que je connais aussi. Eh bien écoutez, merci pour tout, les Vincent, les Valérie, Régine, merci encore de votre présence, d'avoir pris le temps. Je vous remercie à tous, je vous souhaite un excellent appétit et encore une fois, je vous dis rendez-vous au prochain webinaire, les importations de contact qui se déroulera le 29 mai à midi. Réservez-moi ce créneau. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous et bon appétit.